Avec la télégraphiste de Chopin, nous sommes à Prague, peu de temps après la révolution de velours qui a marqué la chute du régime communiste, donc au milieu des années 90. Et un des principaux personnages, Ludvík Slany, qui est journaliste à la télévision tchèque, se voit demander de réaliser un documentaire d'un genre très particulier, comme il n'en a jamais eu à faire, puisqu'il doit enquêter sur une veuve, une quinquagénaire pragoise, qui dit qu'elle reçoit chez elle un illustre compositeur et qui lui dicte des partitions. Or, il se trouve que ce compositeur est mort un siècle et demi plus tôt, puisqu'il s'agit de Frédéric Chopin. C'est au point où la presse étrangère vient lui rendre visite, au point où la maison d'édition de disques Supraphone veut enregistrer un disque sur ses partitions dites posthumes. Donc Ludvík Slany, le journaliste, va recourir à des méthodes peu orthodoxes dans le journalisme, qui sont carrément des méthodes d'espionnage. Il va engager un ancien espion des services secrets communistes tchécoslovaques. Il va recourir à l'écoute du téléphone, la surveillance de sa boîte aux lettres. De toute évidence, cette femme résiste à son enquête visant à démontrer où se situe la mystification. Ce roman est une réflexion sur les mystifications dans le domaine des arts, adaptée dans ce cas à la musique. C'est aussi une réflexion sur les limites de la science, les limites entre l'expliqué et l'inexpliqué, parce qu'il y a toujours la possibilité qui plane du surnaturel. Je me suis appuyé pour écrire La télégraphiste de Chopin sur l'exemple d'une Britannique, d'une femme qui, dans les années 60-70, a réussi, elle, à bien faire marcher son monde. Elle s'appelait Rosemary Brown. Elle a enregistré 2 disques chez Philips avec des partitions dites posthumes c'était pas uniquement Chopin, mais différents compositeurs dont elle disait qu'ils défilaient jour après jour chez elle.